Bonjour. Bon, je vais commencer avec la présentation du plan stratégique global 2024. Nous avons à peu près une quarantaine de minutes à passer ensemble. Et pour la présentation, je suis accompagné de deux autres personnes, du docteur Jean-Marie Caimit, directeur à la direction Monnaie et Analyse économique, et de M. Edgar Jeudi, membre du conseil d'administration. Je vais commencer par vous présenter rapidement le sommaire de la présentation. Et on va commencer avec les concepts, quelques concepts à définir. Ensuite, les étapes de construction du cadre logique. Le cadre logique, c'est le cadre sur lequel on s'est basé pour élaborer la planification stratégique. Les avantages et désavantages du cadre logique. Le plan stratégique global 2024 en chiffres. Le contenu du plan stratégique. Alors, pour le contenu du plan stratégique, on ne va pas pouvoir passer en revue tous les objectifs, tous les résultats, toutes les activités, parce que le plan est quand même assez volumineux. On a choisi des extraits de ce plan. On a choisi 3 domaines pour vous présenter et pour présenter les détails de ces domaines-là. Ensuite, les prochaines étapes de la planification stratégique. Les concepts. La planification générale est une procédure de gestion, qui fixe les objectifs à atteindre dans un délai donné. Elle prévoit les moyens humains, financiers, matériels, dans une stratégie cohérente qui tient compte des risques. Selon un auteur, M. Croft, la planification stratégique consiste à concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir. Donc, la planification, c'est un rêve, mais un rêve réaliste. Par contre, la planification stratégique est un processus. C'est un processus constitué d'étapes successives et qui aboutit à l'élaboration du plan stratégique. Il y a une différence entre la planification stratégique et la planification. La planification est une procédure, la planification stratégique est un processus. L'exécution de ce plan stratégique est étalée dans le temps. Elle traduit la réalisation progressive d'objectifs prédéfinis, permettant d'atteindre à moyen terme l'efficacité et l'efficience de l'organisation, ainsi que l'amélioration de son positionnement. La planification stratégique est un processus créatif et dynamique qui se rapporte en général à l'orientation de l'institution. Elle permettra à la BRH de mieux se connaître en tant qu'institution, de définir avec précision ce qu'elle veut dans les 3 prochaines années, à moyen terme, de tirer profit de ses forces, de remédier à ses faiblesses. Si elle ne peut pas remédier à ses faiblesses, mais elle peut tout au moins les atténuer. De tirer profit des opportunités de l'environnement, de prendre des mesures défensives face aux risques majeurs, de mobiliser les ressources afin d'atteindre les objectifs. Et enfin, d'anticiper sur les événements. La planification opérationnelle traduit le mode d'exécution de la planification stratégique. Elle vise à préparer, à partir du plan stratégique, les actions concrètes, quotidiennes, spécifiques, sur un horizon de très court terme. La planification stratégique est élaborée sur 3 ans. Par contre, la planification opérationnelle est élaborée sur 1 année. Donc, il y a des activités, il y a des choix à faire sur 1 année. La planification sur 3 ans, la planification opérationnelle chaque année. Le passage de la planification stratégique à la planification opérationnelle consiste de passer du global au local, du long terme au court terme, du général au particulier. Parlons maintenant du changement organisationnel. En général, le plan stratégique poursuit une réforme organisationnelle, en général. Mais une réforme organisationnelle efficace. Une réforme organisationnelle efficace est une réforme qui est à la fois participative et stratégique. Elle est participative parce qu'elle inclut toutes les parties prenantes. Elle est stratégique parce qu'elle est prévoyante. Elle est réalisable, politiquement réalisable, et intégrée dans l'environnement extérieur. Quelles sont les raisons qui pourraient pousser la banque à
faire un changement organisationnel. Ça pourrait être, par exemple, un besoin d'adaptation, d'accord, à son environnement évolutif, parce que l'environnement ne reste pas figé, l'environnement évolue. Ça pourrait être une planification pour un meilleur comportement de la banque dans son secteur d'activité. Parlons un peu maintenant de cadre logique. Le cadre logique, c'est la base, c'est ce cadre-là sur lequel on s'est basé pour élaborer la planification stratégique. Le cadre logique est à la fois un outil de conception et de conduite de projet. À ce titre, il incorpore un dispositif de suivi et d'évaluation de projet. Comme outil, il n'est pas un maître auquel il faut s'asservir. Le cadre logique laisse quand même une marge pour travailler. Il est également une méthode de gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur les résultats consiste à accorder la priorité aux résultats en mettant ce principe en pratique dans tous les aspects de la gestion. Ce cadre de gestion met également l'accent sur la performance, en établissant un lien entre les besoins réels, les choix d'intervention, les résultats concrets à atteindre et les capacités nécessaires pour y parvenir. Si le cadre logique est par définition un cadre, ce qu'il propose sont des repères pour l'action plus que des contraintes rigides. On a terminé avec la définition des concepts. On va passer aux étapes de construction du cadre logique. Comment construire le cadre logique? D'abord, les trois premières étapes, les étapes 1, 2, 3, ce sont les étapes d'analyse contextuelle. Il faut commencer d'abord par une analyse des parties prenantes. Pourquoi cette analyse? C'est pour pouvoir identifier les parties prenantes. Donc, on n'entend pas parties prenantes, tout individu, tout groupe d'individus, toute institution, toute entreprise concernée par le succès et par l'échec du plan stratégique. Ensuite, il faut construire l'abat problème. L'abat problème est un outil d'analyse participative qui permet de schématiser les causes et les effets de problèmes spécifiques afin de mieux comprendre ce problème ou de mieux envisager sur quoi il sera possible d'agir. Il utilise une représentation graphique, d'accord, où les racines de l'arbre représentent les causes, le tronc de l'arbre représente le problème principal, les feuilles et les branches symbolisent les effets ou bien les conséquences. La décomposition en cause, quand on décompose en cause les racines de l'arbre, cette décomposition se fait en posant inlassablement la question « pourquoi ?» Et pour avoir les conséquences et les effets, on pose la question « et alors ?» Une fois l'arbre à problème construit, maintenant on peut construire l'arbre à solution. L'arbre à solution, c'est pratiquement l'inverse de l'arbre à problème. Les racines deviennent les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels. Le tronc qui était le problème principal devient la priorité. Les feuilles et les branches qui étaient les causes et les effets deviennent les orientations stratégiques. Une fois ces trois étapes construites, élaborées, à ce moment-là, on peut passer à l'arbre à stratégie. Pourquoi passer à l'arbre à stratégie? Parce que dans l'arbre à solution, il y a plusieurs orientations stratégiques. Donc, la banque doit choisir parmi ces orientations une orientation et élaborer sur cette orientation-là. Donc, la base stratégie sert à choisir une orientation. Maintenant, on passe au cadre logique. Le cadre logique, c'est un cadre qui a 4 colonnes, 4 lignes et 4 colonnes. D'accord? La première colonne, c'est la logique d'intervention. On va voir le tableau tout à l'heure. La quatrième colonne, ce sont les hypothèses, mais cette colonne est remplie avant les deuxième et troisième colonnes. Ensuite, les indicateurs objectivement vérifiables, les IOV, et les sources de vérification. Donc, on va voir ensemble rapidement comment remplir le cadre logique. Là, comme j'avais parlé de l'arbre à solution, ce schéma-là représente l'arbre à solution, les racines, les causes, le tronc d'arbre, le problème, les branches et les feuilles, les effets.
Et on se pose à chaque fois la question pourquoi, pour trouver les différents éléments de l'arbre à problème. Les étapes de construction du cadre logique. La première colonne, j'avais dit c'est un tableau, une matrice, un tableau à 4 lignes, 4 colonnes. Et la première colonne, c'est la logique d'intervention, ou encore hiérarchie des objectifs. Il y a l'objectif global. L'objectif global, c'est le but du projet. En fait, la planification stratégique doit transcender. L'objectif global doit transcender la planification stratégique, parce qu'il y a d'autres actions à prendre pour atteindre l'objectif global. La planification stratégique ne suffira pas. L'objectif spécifique, c'est l'objectif propre du projet. Ensuite, le résultat, et après les activités. Donc, on remplit d'abord la première colonne. Objectif global, objectif spécifique, le résultat, les activités, ce sont les actions à prendre pour pouvoir atteindre les résultats. Après, on remplit la colonne hypothèse, la 4e colonne. Les hypothèses, ce sont des situations favorables, incertaines, mais probables, dont on espère qu'elles seront réalisées. Parce que si une hypothèse n'est pas réalisée, il y a des problèmes. La réussite de l'activité, du résultat ou bien de l'objectif dépend des hypothèses. Quelle est la différence entre hypothèse et risque? Les risques, ce sont des facteurs externes qui influencent négativement une activité, un résultat ou bien un objectif. Les hypothèses, par contre, sont des formulations positives du risque. Je prends un exemple. Le risque de troubles politiques. D'accord? Ça, c'est un risque, le trouble politique. Si on veut traduire ça en hypothèse, on dira que la stabilité politique est préservée. Donc, c'est une formulation positive du risque. Donc, là, il y a une condition pour que l'activité, ou bien le résultat, ou bien l'objectif soit atteint. Donc, cette colonne-là, on l'a remplie après avoir rempli la logique d'intervention. Ensuite, il y a les indicateurs objectivement vérifiables, les IOV. Les IOV sont des variables influencées par les objectifs ou les résultats qui reflètent l'atteinte de ces objectifs ou de ces résultats. L'état de cette variable-là peut être vérifié de façon objective. Pour chaque IOV, l'état peut être une situation ou une cible. Quand l'état de l'IOV est une cible, le niveau cible doit exprimer une amélioration par rapport au niveau initial. Pourquoi les IOV? Les IOV permettent de suivre l'avancement du projet, d'apprécier l'efficacité, d'estimer l'efficience et de dégager des données quantifiables quand on aura besoin de faire un bilan économique. Donc, pour l'objectif global, l'IOV va être un indicateur d'impact. Pour l'objectif spécifique, l'IOV va être un indicateur de performance. Pour les résultats, l'IOV va être un indicateur de réalisation. Pour les activités, il n'y a pas d'indicateur. Pour les activités, ce sont les moyens. Ce sont les moyens à mettre en place pour pouvoir réaliser ces activités-là. La 4e colonne, ce sont les sources de vérification. Les sources de vérification permettent de vérifier les états des IOV. Les IOV n'ont pas beaucoup d'utilité si on ne peut pas vérifier leur état. Donc, dès lors, il s'agit de s'assurer que les IOV existent ou qu'ils existeront. Par exemple, si pour une raison ou une autre, l'IOV n'existe pas, la source de vérification n'existe pas, à ce moment-là, il faut faire une enquête, par exemple. Les sources de vérification précisent la forme ou le support de l'information, l'origine de l'information, la régularité ou la périodicité. Donc, à chaque colonne, on met les états des IOV. Et pour les activités, ce sont les coûts. À ce stade-là, on n'a pas encore un budget, mais on a les informations, on a toutes les informations pour pouvoir élaborer un budget. Et ce cadre logique-là reste une référence pendant tout le cycle de vie de la planification stratégique. Et se complète et s'adapte progressivement. La présentation sous forme de tableau de ce cadre logique
facilite une lecture croisée selon plusieurs axes. On peut plusieurs axes, montant, descendant, vertical, horizontal ou montant, descendant. Cette matrice-là est remplie normalement de bas en haut. Quand on remplit la matrice, on remplit la matrice de bas en haut. On commence avec l'objectif global, les objectifs spécifiques, les résultats, les activités. Mais pour la cohérence, on la lit. Pour la cohérence, on la lit de bas en haut. Donc, si une activité est réalisée et l'hypothèse est concluante, à ce moment-là, on a un résultat. Donc, c'est la relation cause à effet entre l'activité et le résultat. Si le résultat est réalisé et l'hypothèse est concluante, on a atteint l'objectif spécifique. La relation de cause à effet entre résultat et objectif spécifique. Si l'objectif spécifique est réalisé et l'hypothèse, on atteint l'objectif global. Il faut remarquer que pour l'objectif global, il n'y a pas d'hypothèse. Donc il faut que les deux conditions soient réalisées. Il faut que les deux conditions soient réalisées, activité et hypothèse, pour que le résultat ou l'objectif spécifique ou l'objectif global soit réalisé. Tout le cadre logique repose sur des assumptions. Autrement dit, sur des hypothèses considérées avérées. Les hypothèses doivent être formulées avec rigueur, car elles relèvent souvent de facteurs externes sur lesquels le gestionnaire en fait n'a aucun contrôle. Elles sont critiques à l'atteinte de l'objectif du niveau supérieur. Une bonne formulation des hypothèses permet d'évaluer la probabilité de succès des activités ou des résultats. Pour toutes ces raisons, ces hypothèses sont perçues comme la partie la plus importante du cadre logique. Avantage du cadre logique. Le premier avantage, c'est la cohérence. Donc, on peut lire le tableau suivant plusieurs axes, horizontal, vertical, montant, descendant. Ensuite, la simplicité. C'est un cadre très simple, ça paraît très simple, mais pour le remplir, c'est facile, ça paraît facile, mais il y a beaucoup d'informations à mettre dans le cadre logique. Et ces informations doivent être cohérentes. Le désavantage, c'est que c'est une approche très linéaire de la réalité. En général, la réalité n'est pas aussi linéaire. Et la réalité évolue et il est difficile de prendre en compte, dans le cadre logique, les changements de la réalité. Le plan stratégique en chiffres, comme le gouverneur l'a souligné, le gouverneur adjoint l'a souligné également, il y a 6 domaines, 17 objectifs, 39 résultats attendus, 158 activités. Ce tableau-là représente la répartition des domaines, des objectifs dans les domaines précis, des résultats et des activités. Par exemple, le domaine 1, il y a 5 objectifs, 10 résultats et 43 activités. Le domaine 1, c'est le domaine l'un des domaines les plus importants en termes d'activité et en termes de résultats attendus. Donc, je ne vais pas passer à travers tous les domaines. Par exemple, le domaine 3, il y a 2 objectifs, 6 résultats attendus et 40 activités. Le domaine 6, par exemple, l'inclusion financière, il y a 1 objectif, 7 résultats attendus et 24 activités. Comment on a fait pour choisir un domaine?
Un domaine est un sous-ensemble d'activités qui regroupe les grandes orientations du conseil d'administration. Les activités du domaine concourent à l'atteinte des résultats et des objectifs de ce domaine. Ces activités requièrent à peu près les mêmes compétences. Ces activités possèdent à peu près les mêmes facteurs de succès. Et ces activités contribuent à réaliser la vision du conseil de manière suffisamment similaire pour mériter une stratégie spécifique. Là, je termine l'exposé sur la méthodologie en vous montrant ce graphique qui mentionne les objectifs, les domaines et les objectifs. Bon, le tableau, on ne peut pas le lire parce que c'est un peu flou sur le grand écran, mais mon collègue Jean-Marie Caimit va passer d'abord à travers le domaine 1, ensuite je reviendrai pour passer sur le domaine 3, et M. Jeudi verra avec vous le domaine 6 qui est le domaine de l'inclusion financière. Ce graphique-là présente les 6 domaines, mais avec les directions qui portent ces domaines et les directions qui viennent en support. En général, chaque domaine, il y a une direction qui porte ce domaine. Mais il y a d'autres directions qui viennent en support pour mettre en exécution les actions qui vont prendre pour réaliser les activités, les résultats et les objectifs. Là, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Marie Caimit, docteur Jean-Marie Caimit, qui va vous parler du domaine 1, qui contient 5 objectifs, 10 résultats et 43 activités. Mesdames et messieurs, bonjour. Le protocole étant établi, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter le domaine 1. Alors, comme vous avez eu l'occasion d'écouter l'intervention du gouverneur Jean-Baden Dubois, et qui a donné donc les grandes orientations du plan stratégique 2024, et donc les démarches stratégiques qui sont à la base du plan et qui ont été prononcées par donc, le gouverneur adjoint Georges-Henri Fils. Et compte tenu donc, du cadre technique présenté par notre collègue Jerry Jacquet, bon, je dois vous dire que donc, le décor est déjà lancé. Donc, je vais présenter rapidement le domaine 1 qui s'intitule « Mission statutaire et politique monétaire de la Banque centrale ». Alors, il faut dire que c'est le domaine qui rentre dans le champ d'action de la BRH et qui est responsable de définir donc, la politique monétaire et assurer sa mise en œuvre conformément à son statut de banque centrale. Et donc, nous avons 5 objectifs, 10 résultats et 43 activités. Donc, pour le premier objectif, nous avons donc, la croissance économique qui est stimulée et soutenue par la mise en place des conditions optimales dans les domaines de la monnaie, du crédit et d'échange. La valeur interne et externe de la monnaie est défendue. L'efficacité, l'intégrité et la modernisation du système de paiement sont assurées. Ensuite, la stabilité du système financier est maintenue. Et le dernier, la mission de banquier, de caissier et d'agent fiscal de l'État est remplie. Alors, il faut dire que ces 5 objectifs sont déclinés en, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 10 activités selon un schéma logique recoupant selon donc,
l'aspect lié à la stabilité, donc la promotion de la croissance et la promotion de la croissance, la stabilité financière et donc le rôle de banquier de la Banque centrale. Donc, pour le premier résultat, c'est que la politique monétaire est conduite de manière efficiente et efficace. Donc, c'est un résultat qui montre effectivement la Banque centrale n'accorde pas vraiment seulement l'importance aux résultats, mais également aux ressources mises à la disposition pour atteindre ces résultats. C'est pour cette raison, il est prévu dans le cadre de ce résultat d'effectuer des analyses de coûts des mesures de politique monétaire et pendant toute la période de mise en œuvre du plan stratégique, et également renforcer l'autonomie de la Banque centrale, qui est une condition nécessaire à la stabilité des prix. Et aussi stimuler les acteurs dans l'utilisation des différents instruments de politique monétaire et réaliser des études périodiques sur l'environnement macroéconomique en support à la conduite de la politique monétaire. Donc, c'est vraiment un ensemble d'activités qui nous permet vraiment de réaliser et ce résultat, d'atteindre ce résultat. Le deuxième résultat concerne la stabilité des prix à travers effectivement un taux d'inflation qui sera ramené à un chiffre. Ça veut dire que le taux d'inflation en glissement annuel sera inférieur à 1%. Alors pour cela, l'une des activités importantes retenues dans le cadre de ce plan, notamment dans ce domaine, est d'assurer qu'il y ait une coordination entre la politique monétaire et la politique fiscale, et dans le but d'atteindre les objectifs d'équilibre macroéconomique. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure à travers l'intervention du ministre des Finances, donc c'est une condition nécessaire, donc c'est important effectivement pour que la Banque centrale arrive à assurer vraiment son rôle de banquier central en matière de stabilité des prix. Et aussi donc, le contrôle de la masse monétaire comme étant l'un des facteurs fondamentaux dans la maîtrise de l'inflation. Le troisième résultat important concerne la variation du taux d'échange, qui est maintenu dans une fourchette de stabilité établie. Alors, il faut dire que la Banque centrale n'a pas l'objectif de fixer un taux d'échange, mais veut éviter plutôt les fortes fluctuations qui pourraient entraîner des conséquences négatives, des conséquences néfastes sur la stabilité macroéconomique. C'est pour cette raison il est prévu d'établir une fourchette de variation du taux d'échange en fonction de l'évolution des fondamentaux macroéconomiques. C'est-à-dire on aura vraiment une fourchette de stabilité qui évolue en fonction des fondamentaux. Aussi, appliquer des mesures de politique monétaire appropriées visant la stabilité du taux d'échange et ensuite réduire le niveau de désintermédiation sur le marché d'échange. Ce sont autant d'activités effectivement qui nous permettent de s'assurer que ce résultat sera atteint. Ensuite, le niveau de réserve brute de change représente au moins 3 mois d'importation de biens et de services, tout en gardant un niveau de réserve nette adéquat pour faire face aux engagements à court terme. Là, ça, c'est une autre activité fondamentale, puisque ça permet à la Banque centrale vraiment d'assurer une bonne gestion des réserves internationales, non seulement pour répondre aux besoins de la balance des paiements, mais également en fonction effectivement des conditions du marché d'échange. Ensuite, nous avons un résultat assez important qui concerne le crédit à l'investissement, qui est augmenté, particulièrement le crédit au secteur productif. Et ça est conforme à l'objectif de la Banque centrale de promouvoir et de soutenir la croissance à travers des conditions optimales qu'on a effectivement déjà mentionnées. Pour cela, il est prévu de révisiter les mesures incitatives visant les secteurs porteurs qui ont été mentionnées par le gouverneur lors de son intervention, et aussi développer des partenariats avec d'autres secteurs en vue d'éliminer les obstacles structurels au crédit. Et enfin, renforcer la cellule de réflexion sur les meilleures stratégies à mettre en place pour stimuler le crédit, notamment aux MPME, ce qu'on appelle les micro, petites et moyennes entreprises. Alors, c'est vrai que l'augmentation du crédit va permettre de booster l'économie, mais la dynamisation du marché financier permet vraiment de renforcer le financement de l'économie. Puisque avec la dynamisation du marché financier, on aura de meilleures mobilisations des ressources financières,
tant nationales qu'internationales, et de faciliter également donc, une meilleure allocation des ressources au secteur porteur. Donc c'est pour cette raison donc, nous aurons en termes d'activité et donc la mise en place d'une structure nécessaire au fonctionnement du marché financier et promouvoir donc, la mise en place de l'environnement nécessaire au développement du marché financier. Et comme le gouverneur l'a mentionné tout à l'heure, donc toutes ces activités rentrent dans le cadre d'un projet sur le développement des marchés financiers, d'un projet phare qui est à un stade très avancé et qui permet, comme on l'a dit, non seulement de développer le marché monétaire, donc le marché de court terme, mais également donc, le marché des capitaux qui permet effectivement le financement de l'économie à très long terme. Et enfin, donc, nous avons donc, le système financier est résilient. Donc, ça concerne donc, la capacité du système financier à résister à des chocs qui pourraient entraîner des crises financières et économiques. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons également, dans le cadre de ce résultat, de mettre en place un ensemble de dispositifs d'identification et d'évaluation du risque financier systémique à travers des modèles comme par exemple le modèle du stress test qu'on appelle généralement donc, le test de résistance. Aussi élaborer donc, la politique macro-prudentielle qui vise essentiellement la stabilité macroéconomique et mettre en place les instruments nécessaires à son application. Il faut dire aussi que en mettant donc, en place, en élaborant donc, la politique macro-prudentielle qui vise la stabilité financière, la Banque centrale veut s'assurer à travers ce plan qu'il y ait une articulation entre les instruments de politique monétaire et les instruments de politique macro-prudentielle. Donc, ça veut dire qu'il y a deux aspects, la stabilité financière et la stabilité monétaire. Donc, il s'agit vraiment d'un résultat assez important en matière de stabilité financière. Donc, c'est pour cette raison que nous aurons également donc, une activité concernant la mise en place d'un système d'assurance dépôt. Alors, il faut dire qu'à partir de la crise de 2008, donc, on a montré qu'il est nécessaire vraiment de mettre en place un système d'assurance dépôt qui vraiment augmente, qui permet d'augmenter donc, la confiance des déposants donc, dans leur banque. Et aussi, en termes d'activité, renforcer les instruments de contrôle de surveillance et de micro-prudentiel assurés régulièrement par la Banque centrale. Et enfin, il faut dire, on va rendre opérationnel le fonds de soutien aux coopératives d'épargne et de crédit, un résultat, une activité importante compte tenu des caractéristiques de l'économie haïtienne, compte tenu de l'ensemble de crises, de l'ensemble des chocs auxquels fait face le système. Merci. En gros, donc, ce qui a constitué donc, le contenu en résumé donc, du domaine 1. Je vais passer la parole à mon collègue Thierry Jacquet qui va présenter le domaine 3. Merci de votre écoute. Merci Jean-Marie. Le domaine 3 a 2 objectifs, 6 résultats et 40 activités. Donc on ne va pas passer à travers toutes les activités. On va voir rapidement les 2 objectifs et les 6 résultats et quelques activités. Le premier objectif, c'est les standards technologiques retenus, leçons en référence aux objectifs de performance de l'institution et aux bonnes pratiques en usage dans le domaine. Les standards technologiques, on n'entend pas standards technologiques, c'est un ensemble de choix largement acceptés. Et les objectifs de performance, c'est généralement d'avoir un fonctionnement continu des systèmes, d'avoir des systèmes d'information adéquats, des systèmes d'information à la pointe des avancées technologiques et optimiser les opérations. Il y a un ensemble de résultats qui permettront d'atteindre cet objectif-là. Le deuxième objectif concerne surtout les infrastructures physiques, parce que ce domaine concerne les infrastructures physiques, les systèmes d'information et les capacités technologiques. Des espaces adéquats sont disponibles en vue de permettre à l'institution et au personnel de fournir de façon optimale les travaux et services liés aux missions de la banque. Là, il s'agit de doter le personnel de la BRH d'espaces adéquats, d'espaces bureaux, d'espaces parking,
et que l'environnement soit propre, que les employés puissent circuler dans le parc de bâtiments de la BH de façon en toute sécurité. On va passer rapidement aux résultats. Et il y a 6 résultats dans ce domaine. Le premier résultat, c'est les constructions, aménagements et les rénovations respectent les lois, les réglementations, les bonnes pratiques, les normes, les codes et standards en vigueur. Pour atteindre ce résultat, il y a à peu près 2 activités pour atteindre ce résultat. Alors, il faut dire que le plan est conçu sur 3 ans. Donc, il peut y avoir plusieurs autres activités, mais on reste dans les 3 ans. Donc, on prévoit seulement 2 activités pour ce résultat. Premièrement, on élabore un référentiel technique relatif à l'emplacement des nouveaux bâtiments et à leur construction et aménagement, ainsi qu'à la rénovation et la maintenance des bâtiments qui existent déjà. Une deuxième activité, c'est de s'assurer de la conformité des bâtiments et installations existants au référentiel qu'on a défini. Le résultat 3.2, la gestion des meubles, des installations électromécaniques et du parc immobilier est efficiente. On ne va pas passer à travers les détails de ce résultat. Donc, je continue avec le résultat 3.3. Des infrastructures sont étudiées et ou mises en place en fonction des besoins et des choix de l'institution. Le résultat 3.4, le fonctionnement continu du système d'information de la banque est assuré. Pour ce résultat, il y a à peu près 4 activités pour ce résultat. La première activité, c'est d'implanter la norme ISO 27001. La norme ISO 27001 est une norme extrêmement importante pour la banque parce que c'est la norme qui constitue le référentiel pour la mise en œuvre du système de management de la sécurité de l'information. La mise en place de ce référentiel est une démarche transverse parce qu'elle concerne tous les métiers et toutes les activités de la banque. Elle doit aider à la réalisation d'objectifs communs dans un souci de gestion de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité. Dès qu'on parle de sécurité, on voit ces 3 mots. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Le système de management de la sécurité de l'information s'appuie sur un modèle d'amélioration continue. PDCA, Plan, Do, Check and Act. Le résultat 3.4.2, la deuxième activité pour ce résultat-là, assurer la maintenance adéquate des ressources informatiques. La troisième activité, compléter l'étude pour la mise en place d'un centre de données, Tier 3, Uptime Institute. Cette activité-là est extrêmement importante parce que si on a des informations sauvegardées sur des serveurs, les centres de données doivent être bien gérés pour pouvoir maintenir ces données et les maintenir en toute sécurité. La quatrième activité, c'est rendre conforme à Tier 2, Uptime Institute, le centre de données du centre de technologie. Le centre de technologie, c'est le centre de backup du centre principal de la BRH. Donc, le centre principal sera à Tier 3 et le centre de données de Boutilis sera à Tier 2. Je passe à un autre résultat. Les systèmes informatiques sont adéquats et à la pointe des avancées technologiques. Il y a plusieurs activités qui permettent d'atteindre ce résultat. Et on passe au dernier résultat, qui est le résultat 6, qui concerne les opérations qui sont optimisées par la mise en place de nouveaux outils numériques. Là, il y a beaucoup de projets dans ce résultat-là, mais on n'a pas le temps pour passer au travers de toutes ces activités. Donc, ceci termine mon intervention sur le domaine 3. Et on ira directement au domaine 6, et présenté par le membre du conseil d'administration, Edgar Jeudi.
Et bonsoir tout le monde. Donc, comme vous avez pu le constater, la BRH a travaillé pendant longtemps pour pouvoir venir avec la planification stratégique globale 2021-2024. Et dans cette planification stratégique, il y a des objectifs, il y a des domaines. Et il y a 6 domaines. Et juste pour mémoire, le premier domaine, c'est la mission statutaire et politique monétaire. Deuxième domaine, c'est organisation institutionnelle, ressources humaines, études techniques. Troisième, c'est infrastructure physique, système d'information. Quatrième, c'est ressources financières. Cinquième, c'est responsabilité sociale. Le dernier domaine, et non le moindre, c'est l'inclusion financière. Donc, il faut dire que depuis 2014, il y a ce qu'on appelle, sans tambour ni trompette, il y a eu ce qu'on appelle, le pays s'est doté d'un cadre de référence en matière d'inclusion financière que nous appelons la stratégie nationale d'inclusion financière. Et en 2020, il y a, sous le leadership du ministère de l'économie et des finances, de l'éducation nationale et de la BRH, on a lancé le plan national d'éducation financière. Donc, c'est en lien avec toute cette initiative que la BRH a pris et a pensé que il ne faut pas laisser, en fait, il faut appuyer, disons, l'inclusion financière. Et on en a fait un de nos domaines d'activité dans le plan stratégique. Donc, justement, dans le plan stratégique, le domaine 1, c'est l'objectif principal, c'est l'apport de la BRH est constaté dans l'élargissement de l'accès aux produits et services financiers et dans leur utilisation adéquate. Donc, il y a eu des progrès dans l'inclusion financière au cours des décennies passées et au cours de la décennie actuelle. Mais il y a eu pratiquement tous les intervenants, tous les grands institutions du système financier, ils ont lancé des produits qui visent à l'inclusion financière. Mais malgré tout, on a un grand nombre de nos compatriotes qui ne sont pas inclus financièrement. Aux dernières statistiques nous ont montré qu'on a pratiquement 46% des gens qui ne sont pas inclus financièrement. Et il y a à peine 11% d'après le dernier Finscope qui sont inclus dans le système bancaire. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va travailler et pour arriver à inclure financièrement nos compatriotes, il y a des dispositions que nous sommes en train de prendre. D'abord, il faut aller à une augmentation du nombre de clients du système financier. Donc, pour arriver à l'augmentation du nombre de clients du système financier, il faut faire en sorte qu'il y ait une démocratisation des services. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de points de service partout. Et on voit qu'actuellement, ce que nous constatons, il faut ce qu'on appelle étendre le taux de pénétration géographique et la disponibilité des services et produits financiers. Il faut également une plus grande diversification des produits et services au profit des acteurs les plus défavorisés. Il faut également une réglementation minimale qui est favorable à l'augmentation de l'inclusion financière. Donc, bon, c'est un petit peu flou. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des initiatives que la BRH a prises. Et par exemple, le fait par la BRH de mettre à la disposition du système financier ce qu'on appelle le processeur national de paiement. En fait, c'est une infrastructure qui est là, qui va permettre et qui permet déjà, pour ceux qui sont déjà branchés, l'interopérabilité des différents acteurs du système. Et ça
ça aura pour vertu d'accroître l'utilisation des services financiers. Récemment, la BRH est sortie avec les lignes directrices pour les fournisseurs de paiement électronique. Donc, vous en avez entendu parler. C'est très important. Ça va contribuer à une révolution dans le paysage financier haïtien. Ça a été très, très bien accueilli. Et vous savez aussi bien que moi que les banques, maintenant, il n'est pas nécessaire d'avoir un carnet ou bien il n'est pas nécessaire d'avoir une présence physique d'une succursale dans un coin du territoire pour avoir accès aux services financiers. Eh bien, la BRH est en train, a pris du temps pour mettre en place une infrastructure. Nous encourageons tous les stakeholders à s'informer, à rentrer dans cette infrastructure, parce que la BRH n'a pas regardé sur les prix ou bien sur les coûts. On a fait le mieux qu'on pouvait faire. On a contracté les gens ou bien les fournisseurs de services qui sont les plus qualifiés pour mettre à la disposition de ces institutions-là quelque chose qui va leur permettre d'entrer rapidement dans l'ère de la technologie. Ensuite, il faut veiller à la stabilité financière et à la protection des consommateurs de services financiers. Très souvent, on se plaint en Haïti que les consommateurs de services financiers, ils sont, comme on dit, deux bras ballants à la merci des institutions financières. Eh bien, la BRH va travailler pour qu'il y ait très vite une législation qui va protéger les consommateurs de services financiers. Et tout ça va permettre également, la BRH s'est engagée à supporter également techniquement l'articulation de synergie des efforts entre les nombreux acteurs aux intérêts divergents qui est assuré par le Comité national de coordination et de suivi. Parce que nous sommes le secrétariat technique du SNIF. Donc, nous sommes engagés à faire en sorte que la stratégie nationale d'inclusion financière, que nous jouions un rôle pour dynamiser, pour que tous les acteurs puissent rentrer dans cette dynamique. Donc, comme vous venez de le voir, mesdames et messieurs, avec le PSG 2024, à travers les activités, la BRH s'est engagée une nouvelle fois à lever les entraves du côté de l'offre financière. Sa vision de l'inclusion financière est de mettre en place une infrastructure financière capable de faciliter la réalisation des opérations financières sûres, efficaces, à longue portée, tout en entraînant une baisse significative des coûts et une mitigation des risques associés. Aussi solide que le secteur financier puisse être, il ne pourra jamais résoudre seul les problèmes d'exclusion financière. L'un des principes de base de l'inclusion financière est bien sûr la collaboration et la coopération entre les partenaires. Les questions d'identification de citoyens, la mise en place des infrastructures de base liées à l'énergie, l'Internet, la sécurité, etc. pour une offre financière pérenne dépend d'autres politiques publiques pour lesquelles nous sommes appelés à travailler ensemble. Mesdames et messieurs, de manière à faire baisser les inégalités de revenus, de manière à augmenter les possibilités économiques et financières pour une Haïti économiquement et financièrement plus inclusive. Merci beaucoup.
Je demande aux présentateurs de me rejoindre sur la scène. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions, des réactions concernant ce plan. Et je tiens à vous annoncer aussi que ce plan, le document complet sera disponible très bientôt sur le site de la BRH, www.brh.ht. Si vous avez des questions, des propositions concernant ce plan, n'hésitez pas à nous contacter. Mais aujourd'hui, vous qui êtes dans la salle, et s'il y a des gens sur Zoom ou encore sur Chocarella et Genocide qui ont des questions, et vous avez la chance de les poser aujourd'hui, on en a pour, je pense qu'on va passer ensemble encore 5 minutes. 5 minutes pour des réactions et des questions concernant la présentation du plan stratégique global de la BRH. Ambassadeur Lamotte. On apporte un micro pour l'ambassadeur. Merci, madame. Salut à tout le monde. Il est de bon ton, la BRH, moderne, et elle l'est, de se rapprocher de la communauté en communiquant. Bravo pour l'initiative. Il y a 3 vocables qui ont retenu mon attention. Objectif, résultat et activité. D'ailleurs, je les vois ici au domaine 6. Ma question est la suivante. Comment l'observateur externe que nous sommes pourra évaluer en termes visibles l'efficacité de ce plan, l'efficacité de la Banque centrale, en prenant en considération tous les domaines d'activité de la BRH. Merci. Merci pour la question. Et comme vous avez vu dans le cadre logique, la hiérarchie des objectifs prévoit l'objectif global, l'objectif spécifique, les résultats, les activités. Mais il faut dire que ça, c'est le plan stratégique. On va avoir, après cette étape, le plan opérationnel. C'est ce plan opérationnel qui va être exécuté par les différents cadres de la banque. Le plan opérationnel, par exemple, va découper les activités qui sont encore trop globales en actions. En actions beaucoup plus petites, beaucoup plus gérables. Et à ces actions-là, on va associer un calendrier, des responsabilités, et on pourra suivre et évaluer le plan. Le plan stratégique est élaboré sur 3 ans. Par contre, le plan opérationnel va être exécuté annuellement. Et il va y avoir 2 évaluations. Une évaluation à mi-parcours et une évaluation annuelle. C'est à ce moment-là qu'on verra l'exécution de ce plan-là concrètement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Et bonsoir tout le monde. Je suis Enomi Germain. Ma question ferait en quelque sorte suite à la question de M. Lamotte. Mais d'abord, je dois féliciter la BRH qui, en tout cas, prend cette initiative, évidemment, qui s'inscrit, et on va dire, dans un cadre global de résultats qui est très bien présenté. J'allais tout simplement dire qu'il y a un ensemble de plans qui on va dire, sont en général élaborés en Haïti. On connaît le PSDH, on connaît le PRIPOC, par exemple le PRIPOC qui est mis en œuvre depuis le début de l'année, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat, mais on ne sait rien. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que, et c'est vrai que le plan est très bien élaboré, est-ce que véritablement il y a
des mécanismes de suivi et d'évaluation qui sont très bien définis justement pour que l'on puisse suivre les résultats et que quand il y a des imperfections, pour que l'on ait le temps justement de s'accorder. Encore une fois, félicitations à tout le staff de la BRH pour ce travail. Okay. Et merci, Enomi Germain, économiste, pour votre question, effectivement, qui fait suite à la première question. Et c'est un point qui a été débattu donc, lors de la production de ce plan. Alors, je dois vous dire que au niveau de l'équipe, au niveau de la Banque centrale, donc, le travail, c'est un travail inclusif et qui a pris en compte un ensemble de contraintes, effectivement, qu'on a déjà mentionnées, et pour pouvoir donc s'assurer effectivement donc de la manière dont donc le plan donc sera mis en œuvre. C'est pour cette raison donc à travers ce plan nous avons identifié donc les centres de décision, les centres de coûts et donc les évaluations au niveau effectivement des directions, des départements, des unités, et pour pouvoir donc dans un premier temps avoir une bonne appropriation du plan et également une évaluation donc périodique du plan. Donc, je dois vous dire également que ce plan est basé sur l'existant. Donc, cela veut dire que à la Banque centrale, nous avons une tradition de résultats, une tradition avec des cadres qui font leur travail. Et c'est pour cette raison donc nous sommes confiants. D'ailleurs, donc le gouverneur donc l'a dit donc lors de son intervention que ce plan, donc c'est un plan non seulement pour la Banque centrale, mais pour le pays. Quand on regarde donc, le domaine 1, ça fait apparaître non seulement donc, la gouvernance interne de la Banque centrale, mais ça met en exergue également les stratégies de la Banque centrale en matière de relations, de partenariat avec les autres acteurs effectivement, de l'économie pour pouvoir atteindre donc, les objectifs fixés, non seulement dans le cadre de ce plan, mais également conformément donc, au statut de Banque centrale de la BRH. Merci. Ce qu'il faut ajouter, c'est que nous allons pousser, en fait, nous commençons à pousser pour une appropriation de ce plan-là par tout le monde. En fait, l'appropriation a commencé à la BRH avec tous les cadres de la BRH. On a vulgarisé le plan, on a présenté ce plan-là à tous les cadres. Et comme M. Jacquet l'a expliqué, il y aura également une évaluation à mi-parcours de ces plans-là, une fois que les plans d'action auront été activés et où il y aurait un commencement d'exécution. Donc il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà à l'œuvre à la BRH, et que ce soit au niveau de la politique monétaire, que ce soit au niveau de l'inclusion financière, ou bien que ce soit au niveau technologie, il y a beaucoup de choses qui sont déjà à l'œuvre. Et en fait, le plan est en train de mettre un cadre. Parce que, contrairement à ce que, bon, à la pratique, un plan stratégique, c'est quelque chose qui devrait faire partie d'une tradition de toutes les institutions, tant publiques que privées, d'une certaine taille. Donc, on a commencé, en fait, c'est un début, et nous allons nous assurer que ce plan-là puisse être concrétisé dans le réel. Et ce sera comme un schéma directeur, quel que soit le leadership qui sera à la Banque centrale, eh bien, on verra qu'il y a une ligne et il y aura des objectifs qui seront atteints et qui vont contribuer à l'amélioration du climat des affaires, à l'amélioration, disons, de la situation financière. Bon, naturellement, chaque personne, en ce qui le concerne, la BRH va jouer sa partition, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les autres institutions aussi qui sont en relation avec la BRH pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là, devront également jouer leur partition. Mais en ce qui nous concerne, on va faire en sorte que, effectivement, avec les évaluations qui vont être faites de façon régulière, que l'on puisse corriger le tir et s'il le faut, et améliorer de façon à ce que tous les objectifs fixés dans ce plan-là soient atteints. Merci. Juste pour compléter la réponse de Jean-Marie et de Edgar, dans le cadre logique, il est prévu des dispositifs pour suivre et évaluer les activités, l'atteinte des résultats et l'atteinte des objectifs.
Si j'avais dit que le cadre logique est constitué de 4 colonnes, la deuxième et la troisième colonne, ces 2 colonnes-là permettent de faire le suivi et l'évaluation des activités ou bien des actions. Et les indicateurs sont extrêmement importants. Ce sont des indicateurs qui doivent être chiffrés, quantifiables, et ça permettra de faire le suivi et d'évaluer correctement les activités qui sont exécutées par les cadres de la BRH. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Et encore une fois, je remercie M. Jerry Jacquet, M. Edgar Jeudi et M. Jean-Marie Kahemit, et qui avaient présenté le plan détaillé pour vous aujourd'hui. Et pour clôturer cet événement, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'inviter le gouverneur adjoint de la BRH, M. Georges Henry. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a supervisé tout ce travail. Donc, c'est lui qui va clôturer cet événement pour nous aujourd'hui. Monsieur Henry, merci. Monsieur les sénateurs, monsieur le gouverneur, monsieur les représentants des institutions internationales, mesdames, messieurs les représentants des institutions financières, nous sommes arrivés maintenant au terme de cette présentation de planification stratégique globale 2024 de la BRH. C'est le moment d'adresser de vifs remerciements à tous ceux, d'abord, qui ont répondu à l'invitation aujourd'hui. Et nous apprécions leur présence parce que nous connaissons les risques qui doivent être encourus et pour arriver ici. Et l'environnement n'est pas toujours sécure. Nous adressons aussi nos vifs remerciements à ceux qui ont contribué à faire de ce document une réalité. Et le document n'est pas terminé. Nous sommes dans la première phase de ce document. Les autres phases vont suivre puisque ce concept qui a été présenté ici ce matin va être appuyé de plans d'action. Et là, je réponds à l'économiste Enomi Germain qui a manifesté sa préoccupation quant à la matérialisation de ce document. Nous avons adopté une démarche d'évaluation à mi-parcours. À mi-parcours pour la simple raison qu'il y a des interactions et des mutations, tant au niveau interne à la banque et au niveau externe, c'est-à-dire l'environnement. Donc l'environnement influence. C'est pourquoi Michael Porter nous dit que la planification stratégique n'est pas une science exacte. Elle est appelée à constamment à être révisée en fonction des nouvelles réalités. En fonction des nouvelles réalités. Donc, nous, conscients de cela, et donc nous avons pris la disposition, n'est-ce pas, pour mener à terme cette expérience. Nous pensons aussi que c'est un document important. C'est pourquoi on dit que c'est un instrument déterminant et pour l'avenir de l'institution, puisque c'est un document qui projette l'institution dans le futur. Ce que nous voulons que la Banque centrale soit dans 3 ans. Quel est le cheminement qui va être adopté pour que cette Banque centrale efficiente, n'est-ce pas, et à la pointe de la modernité, soit réalisable dans 3 ans. Donc les domaines, alors on n'a pas présenté tous les domaines, mais les principaux domaines qui ont été présentés renseignent déjà, n'est-ce pas, sur les dispositions qui sont prises à cette fin. Nous invitons aussi, et là je reprends les propos du Premier ministre, qui souhaite que certaines institutions, tant publiques que privées, n'est-ce pas, aient leur plan stratégique. Et puisque le plan stratégique
ne se limite pas uniquement au niveau de la performance de l'institution, mais les retombées sont pour l'ensemble de l'économie. Je prends le domaine 1. Le domaine 1 que notre ami Kaïmit a exposé, les résultats et positifs qui seront obtenus dans ce domaine 1, ce sont des résultats qui dépassent le cadre de la BRH et qui vont au-delà de la BRH, qui ont des retombées sur le système financier, qui ont des retombées sur les indicateurs macroéconomiques, etc., etc. Donc, d'où l'importance accordée par le conseil d'administration. C'est le moment pour moi de remercier le gouverneur qui avait montré un grand intérêt, et les autres membres du conseil ont toujours appuyé la démarche. On participé à beaucoup de séances, d'échanges, je dirais parfois assez intenses, je ne dirais pas orageux, mais assez intenses entre nous pour nous entendre sur certains points. Donc, je renouvelle une nouvelle fois mes remerciements au nom du conseil d'administration. Je renouvelle mes remerciements aux présentateurs et notamment ceux qui ont présenté les domaines, et Thierry Jacquet qui a quand même la responsabilité de la phase technique et de ce document. Donc nous vous promettons de finaliser ce document, et la MC nous a dit que ce document sera disponible sur le site web de la CCAH, et nous sommes ouverts aussi aux recommandations et aux suggestions. Nous sommes ouverts aux recommandations et suggestions pour améliorer le produit. D'accord? Donc, encore une fois, merci à tous et à la prochaine.